Nous tuons chaque année 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux pour notre consommation. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que l'humanité court à sa perte en se comportant ainsi. Deux grands témoins ce soir dans 64 minutes. Mathieu Ricard, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes moine bouddhiste et vous êtes l'auteur du livre Plaidoyer pour les animaux, édition Alary. Avec nous également Yves Pacalet, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe naturaliste et vous êtes l'auteur du livre Éloge des mangeurs d'hommes, loups, ours, requins, sauvons-les. C'est publié aux éditions Artaud. Mathieu Ricard, l'année dernière, vous avez publié Plaidoyer pour l'altruisme, c'est-à-dire pour l'autre. Vous revenez cette fois donc pour un plaidoyer pour celui que l'on oublie toujours parmi ces fameux autres, l'animal. Pourquoi ce livre ? Vous savez, quand on parle de bienveillance, l'amour altruiste, la compassion, ça ne devrait pas connaître de barrières. C'est Lamartine qui disait on n'a pas deux cœurs, un pour les hommes, un pour les animaux. On a un cœur, on n'en a pas. Donc, quand des êtres qui souffrent ou qui souhaitent rester en vie entrent dans le champ de votre attention, si c'est des êtres humains, vous êtes à leur service. Moi, je m'occupe de 140 projets humanitaires. Nous soignons 100 000 patients humains par an. Donc, je ne sais pas que je me désintéresse des humains pour me préoccuper des chiens et des chiens. Mais si également vous prenez conscience du sort qu'on réserve aux animaux en les réduisant à l'état de marchandises ou d'objets de consommation ou de machines à faire des saucisses, il me semble que la bienveillance mérite de s'adresser à eux aussi. Ouais. Ce sont des êtres sensibles. Alors, vous parlez de saucisses. Autrefois, l'homme tuait les animaux pour sa subsistance. Mathieu Ricard, comment, justement, sommes-nous passés, comment avons-nous basculé dans ce massacre des animaux ? Si vous voulez, il y a un excès évident qui nuit, en fait, à tout le monde. Parce que déjà, la justice sociale, 1,5 milliard de personnes pourraient être nourries avec les 750 millions de tonnes de céréales qui sont expédiées des pays en voie de développement vers les pays riches pour l'élevage industriel et la formation de viande. Et un Américain moyen mange 120 kilos de viande par an, un Africain 5, un Indien 3. Donc il y a un déséquilibre social. Pour les générations à venir, c'est pas bon pour elles non plus, puisque l'élevage industriel est tout ce qui mène à ça, pour la production de viande. Et la deuxième cause de réchauffement global après les habitations, avant les transports, c'est même pas bon pour la santé humaine, puisque ça augmente les maladies cardiaques et les cancers. Et évidemment, les premières victimes, vous avez mentionné les chiffres, c'est des chiffres colossaux. Yves Pacalet, vous vous intéressez, vous, dans votre livre, aux animaux qui sont à la fois haïs et admirés par nous, les hommes. Des créatures qui sont belles, parfois étonnantes, dites-vous, dangereuses aussi. Comment expliquez-vous que nous soyons à la fois fascinés et à la fois effrayés par les loups, les ours ou encore les requins ? On a peut-être gardé quelque chose de Cro-Magnon quand on était directement confronté à la nature et qu'en effet, il y avait des tigres à dents de sabre qui étaient un peu plus forts que nous. On a gardé ça et en même temps on a montré cette fascination pour ces créatures qui sont superbes, qu'il s'agisse des tigres, des loups, des ours, des requins, des éléphants, etc. Tous ces animaux sont entrés dans nos cosmologies, sont entrés dans les textes fondateurs de notre histoire spirituelle, sont entrés dans nos légendes, sont entrés dans notre théâtre, notre cinéma. Ils forment le socle d'un grand nombre de nos représentations, celles qu'on nous enseigne dès qu'on est enfant. Et on a gardé aussi, au fond de nous, l'idée qu'ils sont indispensables aussi à notre esprit. Le problème, c'est que ce sont aussi des gêneurs, parce qu'ils sont gros, ils peuvent nous piétiner s'ils sont téléphants, ils peuvent éventuellement nous donner un coup de dent s'ils sont requins et qu'on vient les embêter chez eux, ça peut faire des dégâts. Mais sont-ils vraiment des mangeurs d'hommes ? Non, justement, pratiquement aucun. Ça peut arriver, il y a quelques cas de tigres mangeurs d'hommes, de lions mangeurs d'hommes ou de requins mangeurs d'hommes. En général, les grands animaux n'aiment pas la chair humaine. Ouais. Quand ils donnent un coup de dent ou un coup de griffe, c'est parce qu'on est venu chez eux, qu'on a sauté en quelque sorte dans leur territoire, qu'on est revenu, qu'on les a pris en quelque sorte comme des gêneurs parce qu'on voulait aller un peu plus loin, s'établir. Ouais. Donc eux, ils défendent leur territoire comme n'importe qui. Et au bout d'un moment, ils s'énervent et ils donnent le coup de griffe ou le coup de dent. Mais la plupart du temps, c'est pas pour manger. Très rarement, ils mangent les hommes qu'ils ont tués. Et alors là, il y a quand même des chiffres à considérer. Depuis un siècle, on sait à peu près combien les requins font de morts par an. Ils font à peu près une centaine d'attaques d'hommes par an. Ils font 10 morts par an. Nous, pendant le même temps, on pêche 100 millions de requins.
Donc on les tue, on tue 100 100 millions de requins. Donc si an. quelqu'un est dangereux pour l'autre, c'est pas le requin pour l'homme, c'est l'homme pour le requin. Enfin bon, il y a beaucoup d'espèces de requins, beaucoup de petites aussi. De la même façon, les éléphants font une centaine de morts par an, les hippopotames 1000, les crocodiles 2000, mais ceux qui en font le plus, c'est de très loin les moustiques qui, eux, juste le paludisme, en font 1 500 000 par an de morts. Cela dit, par rapport à la pollution, c'est peu de choses. La pollution atmosphérique, c'est 7 millions de morts par an. Donc les requins tuent 10 hommes par an, la pollution atmosphérique 7 millions, et c'est les requins qui font les gros titres des journaux quand même. Et le tabac 6 millions. Le tabac 6 millions. Voilà. Et le tabac tue beaucoup de monde également. Alors pour reprendre une célèbre phrase que vous connaissez sans doute, celle de Gandhi, un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Mathieu Ricard, pour vous, le temps est venu, dites-vous, de traiter les animaux comme nos concitoyens sur Terre, les considérer comme nos concitoyens. Expliquez-nous. De toute façon, nous sommes, que nous voulions ou non, c'est des concitoyens sur Terre. La Terre la biosphère est fondamentalement interdépendante. Et si, d'ici 2050, nous perdons 30% des espèces sur Terre, qu'elles disparaissent, c'est sûr que le monde ne sera plus ce qu'il était, parce que tout ça est lié, je veux dire, notre survie, notre prospérité est liée à l'équilibre de la biosphère. Il y a une enquête récente de WWF qui a montré en 20 ans, on a perdu 50% environ de la population des espèces animales. Donc c'est clair que c'est nuisible pour l'ensemble de la prospérité de la planète, nous y compris. Et il y a quand même 1,6 million d'autres espèces. Malgré tout, on peut considérer qu'ils partagent la planète avec nous. Et vous allez jusqu'à dire, vous forgez un nouveau concept, si l'on peut dire, il s'agit de celui de zoocide, alors qui va en faire bondir plus d'un. Zoocide, c'est-à-dire le génocide des animaux. Sommes-nous prêts, selon vous, à aller jusque-là? Précision? Alors, ce n'est pas le génocide, parce que précisément, d'abord, je voudrais dire que moi, je n'ai pas comparé la tuerie en masse des animaux au génocide, parce que c'était une offense, effectivement, aux victimes. Mais d'autres l'ont fait, dont des victimes et des enfants de victimes des camps. Isaac Bashevis-Singer, prix Nobel de littérature, a écrit un livre Éternel Treblinka pour montrer qu'on tue encore et encore les animaux. Le philosophe Jacques Derrida a fait cette comparaison. Moi, je l'ai évité. Je me suis dit, voilà, la tuerie en masse des animaux, il faut obtenir un autre nom, parce que le génocide, ça s'adresse aux humains et pas aux animaux. Ceci dit, quand j'ai pris la Convention des Nations Unies sur le génocide, sur les 7 points, il y en a qui s'appliquent pas du tout aux animaux, puisqu'il ne s'agit pas d'êtres humains, mais il y en a où il y a des rapprochements à faire sur lesquels on ne peut pas détourner le regard ou fermer les yeux. Yves Pacalet, Éloge des mangeurs d'hommes est un essai teinté d'humour noir. C'est un pari réussi. Vous militez, vous, pour ces animaux, mais pas seulement. Vous plaidez aussi pour la préservation, je cite, des mythes et des légendes qu'elles ont inspirés. Pourquoi est-ce si important que cela? On ne peut pas comprendre le petit chaperon rouge s'il n'y a plus du tout de loup. On ne peut plus raconter cette histoire aux enfants. C'est culturel, ouais. Il faut qu'il y ait des loups quelque part pour que cette histoire ait encore un sens. Et de la même façon, on ne peut pas comprendre la civilisation des Inuits s'il n'y a plus d'ours blancs. On ne peut pas comprendre la civilisation des Polynésiens s'il n'y a plus de requins. On ne peut pas comprendre les civilisations de l'Inde s'il n'y a plus d'éléphants, d'ours. Et on peut, de cette façon, démontrer que non seulement les grands animaux, ces grands animaux-là sont très utiles à tous les écosystèmes, c'est-à-dire aussi à l'homme. Ce sont des espèces situées au sommet des chaînes alimentaires, ce qu'on appelle des espèces pierres angulaires. Si on enlève ces espèces, tout l'édifice écologique qui est autour d'eux s'effondre. Donc ils sont très utiles d'une façon matérielle, mais ils sont probablement, à mon sens en tout cas, encore plus utiles à notre spiritualité, à ce qui nous fait vraiment être des hommes. On a construit notre histoire, on a construit notre philosophie, on a construit nos religions en compagnie des animaux. Ils étaient là, ces grands animaux-là. Bien avant l'homme. Et s'ils ne sont plus là, je pense qu'on perd un pan essentiel de notre civilisation et on enlève à nos enfants un pan essentiel de ce qui nous a fait être des hommes après quelques milliers d'années de civilisation. Mathieu Ricard, un homme sans animaux, quel serait-il? Je crois que le cas ne se produira pas, mais disons que tout le monde y perdra, c'est encore une fois. Vous savez, il ne s'agit pas de s'intéresser qu'aux animaux, mais aussi aux animaux dans la mesure où nous faisons cette interdépendance. Quand on dit que l'être humain s'est extrait de la nature, comment peut-on s'extraire de quelque chose à laquelle on appartient, qui est un ensemble, qui est un tout? Vous voulez dire qu'on a oublié qu'on était des animaux? Non, nous ne sommes pas des animaux. Vous savez, chacun a ses spécificités. Un oiseau migrateur peut faire 10 000 km au-dessus de l'océan en naviguant sur les étoiles. On n'a pas besoin de cette qualité. L'oiseau migrateur n'a pas besoin de composer de la musique de Bach. Nous avons une intelligence extraordinaire. Chacun a les moyens qu'il lui faut pour survivre. Mais que faire alors à tous les deux? Parce que là, c'est quand même un constat assez
pessimiste. Que faire concrètement? Devenir végétarien? Arrêter le braconnage, bien entendu. Tout le monde est d'accord sur le papier. Il faut arrêter les plus grands massacres le plus vite possible. Les plus grands massacres, c'est la déforestation, c'est le pillage des océans qu'on fait systématiquement, c'est le bétonnage général de la planète, c'est la chasse idiote aux éléphants pour de l'ivoire, aux rhinocéros pour de la corne et ainsi de suite, aux ours pour leur vésicule biliaire qui soi-disant a des propriétés extraordinaires. Enfin, il faut arrêter tout ça. Il faut respecter un certain nombre de domaines, de territoires suffisamment grands pour garder cette variété de la vie. Même question, Mathieu Le Ricard. trafic illicite de la faune sauvage, c'est le 3e plus grand trafic illicite sur Terre, après les armes et la drogue, et avant même le trafic humain, qui pourtant est une abomination. Donc, si vous voulez, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a l'élevage industriel aussi, on aurait pu ajouter d'ailleurs. Quand vous savez que 15% des bovidés sont encore conscients quand on les coupe, ça les coupe en morceaux. Je veux dire, à un moment donné, si on veut faire des progrès de civilisation, là, il y a un pas à faire. Ouais. À tous les deux également, j'allais dire sur cette question, j'ai perdu du coup le fil de ma question. Oui, voilà, y a-t-il dans le monde des régions où il y a un plus grand respect pour les animaux? Vous en parlez dans votre livre, vous, Mathieu Ricard. Oui, c'est mélangé. Il y a des tribus, notamment dans le Rajasthan, qui ont un respect total pour l'animal. Ils soignent les animaux sauvages, ils gardent les animaux âgés, domestiques. Le jaïnisme est à 100% inconditionnellement aucune violence vis-à-vis des animaux. Le bouddhisme, c'est pas trop mal. On parle de non-violence vis-à-vis des humains, non-violence vis-à-vis des animaux et non-violence vis-à-vis de l'environnement. Même question. Il y a eu des civilisations, des peuples qui demandaient pardon à l'animal de devoir le tuer pour manger. Il y avait tout un rituel avec des prières, des invocations. Donc il y avait un plus grand respect pour l'animal. Maintenant, on n'est plus dans le même cas de figure. On est tellement envahissant, nous, l'espèce humaine, sur cette petite terre de rien du tout, qu'on est obligé d'aller vers l'animal d'une façon plus consciente, peut-être un peu moins rituelle, encore que c'est pas interdit, mais d'une façon rationnelle. On doit se dire qu'on en a besoin pour notre esprit et pour notre corps et pour l'équilibre de la Terre en général. Et je crois qu'il faut aussi qu'on en passe par un certain nombre de lois, parce que sinon ça ne s'arrêtera pas. À l'heure actuelle, le massacre se fait avec les mêmes kalachnikovs pour les éléphants que dans les génocides dans certains pays. Donc il faut le savoir, ça. Alors j'aimerais terminer, messieurs, avec ce trait d'esprit de Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925, pacifiste et anticonformiste qui défendait les animaux. Voici ce qu'il disait: l'homme est le seul animal qui rougisse. C'est d'ailleurs le seul animal qui est à rougir de quelque chose. Voilà donc pour cette conclusion que vous avez appréciée, j'espère. Merci à tous les deux. Merci Mathieu Ricard. Plaidoyer pour les animaux vers une bienveillance pour tous, édition Alary. Et Yves Pacalet, éloge des mangeurs d'hommes, loups, ours, requins, sauvons-les. C'est aux éditions Artaud. Merci à tous les deux de nous avoir appris autant de choses.